L'entreprise Jumia a été la première start-up opérant sur le sol africain à avoir été introduite en bourse à New York. Alors, bien évidemment, c'est supposé être une très bonne nouvelle. Là où le bas blesse, c'est que Jumia s'est déclarée, autoproclamée, première start-up africaine. Et là, dès qu'elle a dit ça, il y a eu un gros scandale, un gros tollé sur la toile. Je ne sais pas si tu as été au courant de ça, mais c'est de ça dont je veux que l'on parle dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'une start-up qui travaille en Afrique avec des Africains, quand elle déclare qu'elle est la première start-up africaine, pose des problèmes? Pourquoi est-ce que ça devient un scandale et une affaire quasiment d'État? Mais écoute, dans cette vidéo, je vais te parler un tout petit peu de Jumia. Si tu ne sais pas qui est Jumia, sache que Jumia, c'est un peu l'équivalent d'Amazon en Afrique. Pour faire simple, c'est une entreprise qui est aujourd'hui représentée dans beaucoup de pays et qui permet, au travers d'une plateforme, de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs de différents types de produits. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour pouvoir faire émerger leur continent. Donc, si tu veux faire partie, toi aussi, de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi et active la notification pour être informé de l'apparition de chacune de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour te permettre de te lancer dans les affaires. Aujourd'hui, je veux qu'on revienne un peu sur le scandale, l'affaire Jumia en quelques points. Jumia, c'est une entreprise effectivement qui opère en Afrique. Mais est-ce que c'est parce qu'une entreprise opère en Afrique qu'elle est une entreprise africaine? Bien sûr que non. S'il fallait raisonner comme ça, alors Facebook serait une entreprise française, serait une entreprise allemande et serait une entreprise chinoise. Ah non, pas chinoise. Quelle bêtise j'ai osé dire. Non, il n'y a pas Facebook en Chine. Facebook serait une entreprise dans tous les pays dans lesquels elle opère, ce qui est bien évidemment absurde. Ce n'est pas parce qu'on opère sur un continent que l'on est bien évidemment une entreprise africaine. Pourquoi est-ce que particulièrement le cas de Jumia est assez révoltant? Parce que figure-toi que Jumia, c'est une entreprise qui a été créée par deux Français qui ont créé leur entreprise, qui l'ont créée en Allemagne et qui ont décidé de pouvoir mettre leur main d'œuvre en termes de développement de leur plateforme en recrutant des ingénieurs portugais. Alors, quand tu mélanges ces trois éléments-là, comment Jumia peut se permettre de dire qu'elle est une entreprise africaine? Est-ce que le simple fait de travailler en Afrique fait de Jumia une entreprise africaine? La question est ouverte et je veux avoir ton avis dans les commentaires. Personnellement, je ne pense pas. D'autant plus que Jumia a eu beaucoup d'opportunités de démontrer qu'elle voulait s'inscrire dans le sillon pour être une entreprise africaine. Malheureusement, à chaque fois que Jumia en a eu l'opportunité, Jumia a refusé de le faire. Déjà, les fondateurs, deux Français qui viennent créer une entreprise en Afrique, pourquoi se prévalent-ils d'être une entreprise africaine? Peut-être qu'ils auraient pu, s'ils l'avaient souhaité, ouvrir leur capital et avoir d'autres associés africains, par exemple. Ça aurait été effectivement une manière pour eux de démontrer qu'ils veulent s'inscrire sur le long terme en Afrique et travailler sur le continent avec des Africains pour devenir une entreprise africaine. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont décidé de créer leur entreprise en Allemagne. Qu'est-ce que ça leur coûtait de créer leur entreprise au Rwanda, par exemple, ou alors en Éthiopie, ou même en Afrique du Sud, je ne sais pas moi. Ce ne sont pas des pôles en Afrique dans lesquels on peut créer une entreprise qui manque. Ils ont décidé de ne pas le faire, de rester en Allemagne. Et ça fait quelques années qu'ils sont déjà en Afrique, parce que jusque-là, ils auraient pu créer en Allemagne, juste pour pouvoir commencer, quand ils voient que c'est en train de marcher, se délocaliser en Afrique. Et pourtant, ils ont refusé, ça aussi, de le faire. Mais l'autre élément qui est aussi choquant là-dedans, c'est qu'ils sont allés prendre des ingénieurs au Portugal pour pouvoir développer leur plateforme. Ce ne sont pas des ingénieurs qui manquent en Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés donner leur technologie à des Portugais? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu la déposer sur le continent? Quand un entrepreneur africain décide de lancer son business en Afrique, et ça je veux bien que tu le comprennes, ce n'est pas que pour de l'argent. Moi j'ai le sentiment quand je regarde la manière de fonctionner de Jumia, que ce sont juste des mercenaires en fait, des mecs qui viennent en Afrique pour pouvoir prendre le maximum de choses et se barrer, tu vois. Et ça c'est juste l'attitude d'un étranger, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi. Et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de vidéos, je critique beaucoup de nos politiciens et de nos gouvernements parce qu'ils se comportent de la même manière, comme s'ils étaient des mercenaires dans la manière de gérer et de diriger leur propre peuple, leurs propres États. Et donc, tu vois, ce type de caractéristiques-là, pour moi, ce sont des caractéristiques très claires de quelqu'un qui ne veut pas être là sur du long terme. Quelqu'un qui veut être là sur du long terme établit des bases et des fondations qui font que tu te dis, OK, il est avec nous. Je précise bien que ce n'est pas le fait qu'il soit français. Fondamentalement, c'est pas ça qui est choquant. Je veux dire, tu peux être français et arriver dans un pays et te fondre dans la masse. Tu peux être français et te fondre à une culture. Tu peux être français et devenir l'une des personnes qui est juste un habitant du peuple, quoi. Mais quand tu te comportes et que tu rappelles à tout le
le monde, que tu n'es pas de là, que ton entreprise n'est pas basée là. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux attaquer Jumia en justice parce qu'il y a un problème, Jumia va t'amener où? En Allemagne, parce que c'est là qu'il y a le siège social de l'entreprise. Or, il y a des pays en Afrique aujourd'hui qui ont des systèmes juridiques plutôt fiables. Ils ont refusé de le faire. Ça en dit long sur leurs intentions. Mais je veux revenir aussi sur la compétence. En permettant à des ingénieurs africains de pouvoir travailler sur leur plateforme, ils apportaient comme ça en Afrique une compétence rare. Ils permettaient aussi aux Africains justement de pouvoir réellement se prévaloir d'avoir cette technologie-là sur le continent. Ils ont refusé de le faire. Aujourd'hui, par exemple, prenons le cas d'une entreprise comme Orange. Avec son service Orange Money qui brasse des milliards tous les ans, des milliards de francs CFA. Est-ce que Orange peut dire qu'elle est une entreprise africaine? Non. Et pourtant, Orange est basé en Afrique. Orange travaille avec des Africains. Orange recrute des cadres africains. Mais Orange ne dira jamais qu'elle est une entreprise africaine. Parce qu'elle reconnaît bien qu'elle est venue s'implanter sur ce marché-là pour y gagner de l'argent. Donc, je pense que Jumia aurait juste dû être honnête, tu vois. Assumer le fait que on est en Afrique, on se fait de l'oseille là-bas, on prend autant de sous que l'on veut prendre, et puis on se barre de là. Mais ça valait pas la peine, tu vois, de venir et de faire un peu tout le simagré là et de dire oui, nous sommes une entreprise africaine. Et ça, si tu veux, je pense que cette hypocrisie-là, il faut qu'elle cesse aussi. Il faut que les gens qui viennent travailler en Afrique aient du respect pour les Africains. Parce que tu vois, ce genre d'hypocrisie, tu peux pas la faire ailleurs. Tu peux pas venir aujourd'hui en France, tu crées ta boîte et tu dis, je suis la première start-up française, alors que ta boîte est une boîte que tu as créée en Côte d'Ivoire, que tu fais travailler des ingénieurs sénégalais et tu viens dire que tu es la première entreprise française. Ça va pas là. Je veux dire, on va te rappeler tout de suite que ferme-la, quoi. Tu peux pas dire ce genre de bêtises. Et je suis quand même content que beaucoup d'entrepreneurs africains se soient levés pour dire stop à cette arnaque, stop à ce mensonge. Et je compte sur toi aussi pour partager cette vidéo pour que maximum de personnes puissent être informées de ce genre de désinformation que des entreprises étrangères viennent apporter sur le sol africain. L'entrepreneuriat est un combat, l'entrepreneuriat est une guerre. Et tant que des entreprises comme Jumia prospéreront, l'Afrique ne pourra pas se développer. Il faut que les entreprises africaines soient détenues par des Africains. Il faut que les puissantes start-up africaines soient détenues par des Africains. Une fois de plus, je n'ai rien contre le fait que ce soit des Français qui aient créé cette entreprise. Elle facilite le quotidien des personnes là-bas, mais il faut que les Africains fassent concurrence. Il commence à y avoir des entreprises concurrentes, et c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait davantage d'entreprises africaines qui fassent concurrence. Le drame en Afrique, c'est que beaucoup de gens viennent, mais vraiment, comme Jumia, ce sont des étrangers en Afrique, et ils se font passer pour des entreprises africaines. D'autres ont même l'intelligence de mettre des noirs devant et de se cacher en arrière. Ce que Jumia n'a pas fait. Ils ont clairement assumé le fait que leurs créateurs sont français et ils viennent s'implanter en Afrique. Mais il faut que nous, Africains, nous puissions créer nos entreprises et créer des entreprises solides, des entreprises stables et des entreprises fortes qui vont pouvoir concurrencer des entreprises comme celles-là qui viennent chez nous et qui prennent les parts de marché et qui se battent. Regarde combien d'argent Orange se fait avec le système Orange Money. C'est incroyable la quantité d'argent qu'Orange Money se fait en Afrique. Il faut que les entreprises africaines gagnent ces parts de marché et que cet argent reste chez nous. Parce que si tu le sais très bien, mais quand l'argent qu'Orange a fini de gagner est sorti de l'Afrique, c'est l'Afrique qui perd au final des devises. Et donc, tu vois, il y a une véritable guerre là-dedans. Voilà pourquoi j'invite la diaspora aussi à investir en Europe, à gagner de l'argent ici et à le rapatrier en Afrique. C'est la guerre, c'est le principe. Tu gagnes de l'argent ici, tu fais tes business proprement, tu payes tes impôts ici, mais tes bénéfices, bon sang, tu en fais ce que tu veux. Bolloré rapatrie bien son argent en France, non? Et bien, tu as le droit de rapatrier ton argent en Afrique. Tu as le droit de gagner de l'argent ici et d'aller construire tes projets en Afrique. Tu as le droit et même le devoir de le faire en tant qu'Africain. Et clairement, il faut que l'on en prenne conscience. On ne peut pas espérer que les choses se fassent, que les changements s'opèrent si on ne veut pas être acteur. S'il y a des choses qui t'énervent dans ton pays, s'il y a des choses que tu veux voir changer, il faut que tu deviennes acteur du changement. Pas que tu laisses les autres faire. Parce que quand tu laisses les autres faire, des situations comme celle de Jumia prospèrent. Des situations comme celle-là se multiplient. Et bien évidemment, on n'a plus que nos larmes pour pleurer. On est en train d'assister à une recolonisation de l'Afrique par les multinationales et par les entreprises. Autant les États peuvent être permissifs et laisser ce genre de choses se faire, autant je pense que le secteur privé doit être combatif. Notamment dans le domaine des technologies digitales, il faut que l'on puisse être au point, que l'on puisse réellement rivaliser avec ces gars, parce que en termes d'informatique et autres, les Africains ne sont pas moins intelligents. On a les capacités, on a le potentiel pour pouvoir rivaliser, donc faisons-le. J'ai pas le temps d'aborder ça dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, je te parlerai des déroutes d'entrepreneurs africains, des mecs qui ont créé leur business à la sueur de leur front
et qui se sont fait voler leur business. C'est le prochain thème que je vais aborder dans une prochaine vidéo pour que tu réalises à quel point l'entrepreneuriat, c'est une guerre. Et ça, c'est pour tous ceux qui cherchent des financements à gauche, à droite. Ces gars-là ont créé leur projet et ils sont allés chercher des investisseurs. Les investisseurs sont venus dans leur boîte et au fil de quelques années, les ont virés de leur boîte parce qu'ils avaient l'argent et qu'ils ont signé des contrats très bien bétonnés que les petits entrepreneurs africains ont juste signé sans comprendre ce qu'ils étaient en train de signer. Les amis, l'heure est grave. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. C'est vraiment l'arme dont nous disposons pour pouvoir faire changer les choses. Si les politiques ne veulent pas le faire, battons-nous au niveau de l'entrepreneuriat. On a des capacités, on a des armes, on a des cerveaux comme tout le monde. Utilisons ces armes pour faire la différence dans notre très cher continent. Je te le redis, partage cette vidéo parce que je pense qu'elle mérite d'être vue par beaucoup d'Africains et pour qu'elle ait le maximum d'impact dans la vie des autres. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On arrive au terme. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette situation-là. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ensemble pour pouvoir rivaliser, se soutenir et clairement devenir beaucoup plus puissant. Moi, le 31 août, j'organise à Paris ma prochaine conférence pour parler d'immobilier parce que je pense que c'est un secteur dans lequel on peut créer de la richesse et clairement prendre des parts de marché. Donc, si tu n'as pas encore assisté à une de mes conférences, je t'invite à venir. Je te présenterai mes invités au fil des semaines, mais je veux vraiment faire une bonne conférence sur l'immobilier pour que tu aies tous les atouts pour pouvoir maîtriser le marché de l'immobilier, pour pouvoir investir dedans, tirer clairement profit de ces bénéfices-là pour aller au pays et construire ton empire là-bas. À très bientôt.